à nouveau, je laisse tout l'honneur aux intervenants pour parler de tout ça. Et voilà. Après ça, évidemment, il y aura l'espace, comme toujours, pour le débat en public. Et quand on devra quitter la salle, on ira nous rejoindre dans un ou l'autre cafetard du coin et le débat continue, quoi. Donc, je cède directement la parole à Aurore. Merci beaucoup déjà tous les deux pour avoir accepté de venir aujourd'hui et de présenter vos présentations. Ok, merci Anne-Roux. Donc, comme Anne-Roux l'a annoncé, c'est cette recherche que je vais présenter, une recherche que j'ai menée pour le Centre de santé mentale Ulysse, qui est un centre qui prend en charge toute personne exilée qui soit passée par le parcours d'asile, qui soit encore dans le parcours d'asile, qui ait obtenu le statut de réfugié ou qui ne l'ait pas obtenu, et qui propose un suivi psychologique et psychiatrique avec les demandeurs d'asile, et qui leur propose aussi un accompagnement social voilà, pour les personnes qui seraient dans le besoin. Et donc la recherche que l'on a menée, c'est une recherche qu'on a menée au moment de la crise de l'accueil, et on a voulu combiner à la fois une compréhension de quelle avait été la crise de l'accueil en Belgique et quel en était l'impact sur la santé mentale des réfugiés, mais ça a été aussi l'occasion de réfléchir à quel était l'impact des politiques d'accueil en général sur la santé mentale des réfugiés. Donc peut-être que je peux d'abord un peu revenir ici sur ce que sont les modalités de l'accueil en Belgique. Donc une personne qui veut demander l'accueil en Belgique doit d'abord présenter sa demande à l'Office des étrangers, et à l'Office des étrangers, elle introduit une demande pour obtenir l'asile en Belgique, et là elle sera dispatchée dans un réseau accueil où il attendra que le CGRA ne se prononce sur cette demande d'accueil, et le temps de cette procédure d'asile, la personne sera dispatchée dans un des lieux de résidence en Belgique du réseau accueil. Donc le réseau accueil en Belgique est différencié par des centres d'accueil collectifs et des centres d'accueil individuels. C'est l'agence fédérale FEDASIL qui accueille des demandeurs d'asile, et il y a des centres de la Croix-Rouge, de la Rode-Creuse, mais aussi d'autres organismes comme les CPAS et d'autres qui proposent d'accueillir des réfugiés dans des centres d'accueil collectif et dans des centres individuels qui sont nommés les IELA. Donc tout ce réseau accueil qui propose des places d'accueil aux demandeurs d'asile est nommé le réseau accueil. Et au moment de la crise de l'accueil, à l'automne 2015, ce réseau accueil a été complètement saturé. Il y a 3 directives européennes qui proposent la prise en charge des demandeurs d'asile. Il y a la loi accueil qui propose une aide matérielle aux demandeurs d'asile. Cette aide matérielle comporte l'hébergement, le repas, l'habillement, l'accompagnement médical, social, psychologique, l'octroi d'une allocation journalière, l'accès à l'aide juridique, à des services tels que l'interprétariat, etc. Pendant le temps de la période de l'introduction de la demande, depuis le moment où la personne s'est présentée devant l'Office des étrangers jusqu'au moment où il reçoit ou non son statut de réfugié. Et les 2 autres directives européennes qui sont en charge de la gestion de l'arrivée des réfugiés en Belgique sont les procédures, la directive procédure et la directive qualification, qui se penche plutôt sur la manière dont on va octroyer l'asile aux réfugiés. Donc ici, on va plutôt se pencher sur ce qui se passe au sein du réseau accueil, donc cette procédure dite accueil, et qui propose l'aide matérielle aux réfugiés le temps d'obtenir la demande d'asile. Il faut savoir que le temps qui est passé dans le réseau accueil peut être plus ou moins long. Un demandeur d'asile peut rester quelques mois dans le réseau accueil, il peut aussi rester plusieurs années, donc dans ces situations intermédiaires, plus ou moins de sursis, le temps que l'État ne se prononce sur la demande d'asile. Au moment de la crise de l'accueil à l'été passé et à l'automne passé, l'État n'avait pas été préparé à une arrivée massive de demandeurs d'asile.
Et donc l'État a dû s'organiser en urgence pour trouver un nombre de places supplémentaires pour accueillir les demandeurs d'asile qui arrivaient à l'Office des étrangers pour demander l'accueil. Et donc, mois après mois, le réseau accueil a dû trouver des places disponibles. Donc à la fois les centres d'accueil qui étaient déjà existants ont dû trouver des places supplémentaires. Il y a des places qui ont été ouvertes dans les centres, des lits supplémentaires qui ont été trouvés. Dans certains centres d'accueil existants, il y a eu des tentes qui ont été rajoutées, il y a eu des préfabriqués qui ont été rajoutés, etc. Et puis il y a aussi eu des situations un peu plus farfelues qui ont été mises en place, comme l'ouverture de camping près de Spa pour accueillir des demandeurs d'asile en urgence. Il y a eu même une proposition de louer un bateau du côté d'Anvers pour accueillir des demandeurs d'asile sur ces bateaux, etc. Mais donc le réseau accueil a dû élargir en urgence le nombre de places. Il faut savoir que le nombre de places disponibles dans le réseau accueil avait, au cours des deux précédentes années, avait énormément chuté. Donc les deux gouvernements précédents avaient diminué drastiquement le nombre de places dans le centre, dans le réseau accueil. Et donc en urgence, on a dû trouver des places. Donc ce n'est pas uniquement du fait de la crise qu'on a dû réouvrir en urgence des places, c'est aussi parce que les 2 années précédentes, on avait réduit le nombre de places disponibles dans le réseau accueil. Alors, la particularité de cette crise-ci, ça a été la naissance de la notion de pré-accueil. Donc en fait, légalement, un demandeur d'asile qui arrive à l'Office des étrangers, tant qu'il n'a pas déposé une demande à l'Office des étrangers, il n'est pas encore sous aucun statut juridique, donc il n'est pas encore demandeur d'asile ou quoi que ce soit. Et donc c'est ce qui a été très médiatisé à l'été passé. On a vu la naissance du parc Maximilien devant l'Office des étrangers, qui a été d'abord initié par les collectifs sans-papiers, puis qui a été repris par la plateforme citoyenne, et qui a accueilli les personnes qui demandaient l'asile, qui voulaient demander l'asile à l'Office des étrangers et qui n'avaient donc encore aucun statut formellement, et donc qui ne pouvaient pas être absorbés par ce réseau accueil officiel mis en place par l'État belge. Le nombre de dossiers enregistrés, le nombre de personnes qui pouvaient s'inscrire par jour à l'Office des étrangers est passé en plein cœur de la crise de 250 à 150 dossiers par jour. Carla, qui était à l'Office des étrangers à ce moment-là, pourra peut-être en témoigner. Et donc c'est au moment de ce chaos qui a été un peu la phase la plus visible de la crise de l'accueil, voilà, on a dû se réorganiser en urgence, et alors il y a eu des centres de pré-accueil qui ont été formellement organisés par le réseau accueil. Donc il a existé dans ce moment-là formellement cette notion du pré-accueil, et des centres de la Croix-Rouge ont ouvert un centre au WTC 3, donc tout près du parc auto-établi du parc Maximilien. Il y a eu ce centre de la Croix-Rouge qui a proposé 500 places d'accueil également, et puis après il y a eu une ouverture d'un deuxième centre de la Rue de Creuse maintenant, qui a aussi proposé 500 places, et donc 1000 places supplémentaires étaient proposées pour accueillir les demandeurs d'asile. Mais malgré cette disposition, il y avait encore énormément de personnes qui dormaient à la rue. Il y a eu une organisation citoyenne qui a été très dense, des familles ont accueilli des réfugiés, et puis on a eu aussi des églises, des auberges de jeunesse, etc. Le réseau sans-papiers avec la maison des migrants ont aussi accueilli des réfugiés, mais malgré tout, les personnes continuaient à dormir à la rue, et c'était autant de personnes qui n'étaient pas prises en charge par le réseau institutionnel de l'accueil. Une fois que le parc Maximilien a fini par fermer ses portes, donc la décision de la plateforme citoyenne a été d'appeler le gouvernement à prendre ses responsabilités d'accueillir dignement les personnes qui demandaient l'accueil en Belgique, et donc de pouvoir considérer ces personnes qui n'avaient pas de statut légal mais qui étaient quand même là, et de pouvoir les accueillir malgré le fait qu'elles n'aient pas encore demandé l'accueil en Belgique. C'est aussi parce qu'il y avait eu des difficultés à gérer le parc en soi. Et alors le hall Maximilien a aussi ouvert ses portes. Enfin, donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du pré-accueil. On avait des équipes de Médecins du Monde qui étaient aussi là
proposer un service médical d'urgence dans cette situation. Alors, une des particularités aussi de la crise et de cette arrivée massive de personnes à l'été passé, c'est qu'on a eu une augmentation considérable du nombre de MENA, donc de mineurs étrangers non accompagnés, avec une explosion du nombre de MENA de 537% de demandes introduites de MENA par rapport à 2014, et avec une particularité, c'est qu'une grande majorité de ces MENA étaient des enfants prépubères. Surtout des garçons. Donc parmi ces MENA, on s'est retrouvé avec des enfants entre 7 et 10 ans qui arrivaient dans les centres d'accueil, et puis aussi voire plus. Mais donc pour citer un peu les chiffres, pour avoir une idée, en janvier 2015, on avait 7 enfants de 0 à 13 ans, 16 enfants de 14 à 16 ans et 21 enfants de 16 à 17 ans, garçons. En novembre, on était passé à 101 enfants, 303 pour les 14-15 ans et 320 pour les 16-17 ans. Enfin, donc voilà, une explosion du nombre de ménages. Et alors, on a aussi une hausse du taux de reconnaissance du statut de réfugié aussi en 2005, surtout avec les réfugiés qui arrivaient de Syrie et de ce pays-là. Alors, l'ambition de cette recherche a donc été de comprendre quelles étaient les conséquences de la fragilisation, quelles étaient les conséquences de cette crise sur la fragilisation psychologique des demandeurs d'asile au sein du réseau belge, au sein du réseau accueil belge. Voilà. Alors la méthodologie de la recherche, l'idée a été de donner la parole aux acteurs de terrain qui eux, travaillent quotidiennement avec les demandeurs d'asile. Et donc, on a rencontré à la fois des personnes qui sont des travailleurs sociaux au sein du réseau accueil, donc des personnes qui travaillent dans les centres collectifs, des personnes qui travaillent... On a été au Petit Château, donc il y a un centre fait d'asile. On a aussi été à Jette, qui est un centre qui est géré par la Croix-Rouge de Belgique. Et puis on a aussi été voir différentes initiatives d'accueil dans des logements individuels et privés. Et alors, voilà, on a aussi été voir ce qui se passait au niveau du pré-accueil pour un peu voir ce qui se passait là-bas. Et on a rencontré aussi différentes personnes qui travaillaient de près ou de loin avec les demandeurs d'asile et aussi des personnes, enfin on a été voir la maison des migrants aussi pour un peu voir ce qui se passait au niveau des réseaux sans papier pour l'accueil des réfugiés. Alors, quels ont été les facteurs de fragilisation psychologique pour les demandeurs d'asile? Alors, vivre un exil est potentiellement traumatisant pour un demandeur d'asile. Son passé de persécution ainsi que la rupture et la perte que constitue son départ ou encore les violences rencontrées sur les routes migratoires sont autant de facteurs de fragilisation psychologique pour le réfugié. Élise Plestre parle d'une fragilité structurelle du psychisme qui est surtout renforcée par la place en fait, qu'il lui a accordée dans la société d'accueil dans laquelle il demande l'asile et plus particulièrement par le parcours d'accueil en lui-même. Le processus d'accueil tel qu'il est présenté en Belgique, mais aussi comme dans d'autres pays européens, est extrêmement fragilisant pour le demandeur d'asile, puisque la légitimité de l'insertion dans la société d'asile est pensée suivant la logique du vrai et du faux réfugié, et le temps que l'État ne se prononce sur la demandeur d'asile est vécu comme une sorte de sursis par le demandeur d'asile. Et donc, je rappelle ici que le temps que l'État ne se prononce sur la demande d'asile peut être extrêmement long, comme il peut être extrêmement court. Donc, ce temps de la procédure, le temps de cette procédure, le demandeur d'asile est ainsi soumis à la fois à des logiques d'exclusion politique. Il n'est de fait pas citoyen à part entière, et de suspicion étatique. Il doit montrer patte blanche, il doit prouver sa légitimité de victime pour pouvoir obtenir le statut de réfugié. Et cette soumission à des rouages administratifs violents, extrêmement lourds et soupçonneux rend particulièrement vulnérables les demandeurs d'asile. Donc Plestre toujours a ainsi démontré que les troubles psychiques des réfugiés étaient non seulement reliés au vécu traumatique, au vécu traumatique à la fois dans le pays d'accueil qui pousse les personnes à partir, mais également sur des routes migratoires. Je ne sais pas si c'est nécessaire de revenir sur toutes les violences qui sont rencontrées sur des routes migratoires, mais on pense notamment
aux traversées de la mer Méditerranée qui sont extrêmement mortifères. On pense à la route des Balkans, ces centres de tri qui ont été mis en place, ces hotspots qui sont également extrêmement violents, où on a une logique de sélection des migrants qui n'a plus l'air d'être une logique de gestion individuelle, mais plutôt une logique de gestion collective de l'arrivée en Europe, donc, qui semble un peu contraire à la Convention de Genève qui propose une réflexion au cas par cas et donc individuelle. Donc ici on est dans une logique de plus en plus collective, penser de plus en plus collectivement de la gestion des flux migratoires. Mais donc voilà, donc cette route migratoire est aussi potentiellement traumatisante. Mais donc la situation inhospitalière au sein du pays d'accueil est elle aussi fragilisante, et donc voilà. L'attente de la réponse institutionnelle quant à l'obtention du statut de réfugié produit un état d'insécurité psychique, puisque perpétuant l'état d'alerte et de détresse qui anime le réfugié. Les vécus d'exclusion, d'isolement et les difficultés et les incertitudes rencontrées lors du parcours administratif peuvent eux aussi avoir des effets déstructurants, voire désubjectivants pour le demandeur d'asile. De plus, le processus de la demande d'asile en lui-même est également potentiellement fragilisante, surtout pour des personnes ayant vécu un grand traumatisme. Donc l'État sceptique demande aux demandeurs d'asile de prouver son statut de victime, et cette preuve doit passer par l'analyse de la crédibilité par le biais du récit autobiographique. Donc la personne, donc en fait, très concrètement, pour rappeler ce qui se passe, la personne doit, pour obtenir le statut de réfugié, doit passer une interview devant un agent du CGRA, dans lequel il doit raconter son parcours, et donc sur base du parcours qui aurait été, de l'histoire qui aurait été fournie, la personne se verra oui ou non octroyer le statut de réfugié, et donc en échange, l'agent du CGRA est chargé de voir si le discours qui est présenté par le demandeur d'asile est véridique ou non. Et donc on a aussi à la fois une logique de traque à la fraude qui est proposée par l'institution, et donc il y a une confrontation vraiment au moment de l'interview qui peut être potentiellement fragilisante. Et d'autres études qui ont été menées par Ulysse par ailleurs, je ne vais pas revenir longuement là-dessus, mais prouvent que se raconter quand on a vécu un passé très traumatique est beaucoup plus difficile que quand on n'a pas vécu, et que donc rien que le fait de devoir se raconter est déjà probablement inadapté, et donc que ce filtre qui est imposé par l'État par le biais de cet autodiscours est à la fois vécu comme un grand traumatisme pour la plupart des demandeurs d'asile, mais en plus n'est pas forcément toujours adapté pour des personnes qui ont elles-mêmes vécu des gros traumatismes. Voilà. Donc, et c'est une démarche donc aussi également extrêmement inclusive et qui peut être aléatoire et donc déstabilisante pour les demandeurs d'asile déjà fragiles psychologiquement. Donc les facteurs de fragilisation psychologique des demandeurs d'asile sont donc nombreux, et tentons ici de repérer ceux qui sont directement liés à la crise, ceux liés au dysfonctionnement de l'accueil en Belgique, ceux liés aux particularités des profils des demandeurs d'asile de la crise, entre guillemets, et nous allons aussi tenter de voir en quoi cette crise a pu potentiellement être un facteur de fragilisation pour les autres exilés qui ne correspondent pas à cette catégorie médiatisée de réfugiés de la crise. Donc voilà. Alors, premièrement, je vais parler de l'impact du dysfonctionnement de l'accueil fédéral. Alors, pourquoi bien accueillir est-il important? Bon, ça paraît être logique, mais il y a aussi une étude de l'Université de Québec à Montréal qui a été réalisée par Michel Toussignan, qui a cherché à savoir s'il existait un facteur favorisant une adaptation sereine des réfugiés au sein de la société canadienne. Et donc les chercheurs se sont penchés sur une population de 203 adolescents ayant des parents réfugiés provenant de 35 pays différents. Ils ont ainsi examiné les corrélations possibles entre les souffrances des adolescents et certaines variables familiales, en partant de l'hypothèse que les conditions de vie après l'arrivée dans le nouveau pays auraient plus d'impact sur la santé mentale de l'immigré que celle d'avant l'arrivée. Et donc les chercheurs ont constaté qu'il n'y avait pas de corrélation significative entre le statut social des parents et la pathologie de leurs enfants,
Les jeunes les plus souffrants ne venaient pas forcément des familles les plus pauvres, mais par contre, il existait une relation significative entre ce que le parent avait vécu à leur arrivée dans le nouveau pays et les troubles psychopathologiques de leurs enfants. Donc, en d'autres termes, si les indicateurs du statut socio-économique des parents, tels que l'éducation, le chômage, la chute du niveau professionnel, n'avaient pas d'impact significatif sur la pathologie des adolescents au moment de l'enquête, le fait d'avoir passé au moment de l'arrivée plus de 6 mois d'inactivité, sans occupation et sans emploi, avait quant à lui un impact sur la santé mentale des adolescents. Donc le moment particulier de l'accueil et donc de l'arrivée dans le pays d'accueil est extrêmement important, surtout pour des personnes qui peuvent potentiellement avoir un vécu très lourd. De toute façon, les routes migratoires sont en elles-mêmes extrêmement traumatisantes, et puis le potentiel de traumatisme aussi dans le pays d'accueil. Donc la période qui suit l'arrivée d'un réfugié dans un pays semblerait donc être la période où il est le plus fragile et le plus anxieux quant à son devenir. Elle revêt donc d'une importance critique. Selon cette étude, toute difficulté sévère et durable survenant dans cette période est susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur le climat familial et sur la santé des enfants. Or, nous l'avons vu, l'une des particularités de la crise a été l'apparition discutable de la notion de pré-accueil, qui s'est surtout caractérisée par un non-accueil massif des réfugiés. On peut dès lors imaginer que le non-accueil très visible et donc très ressenti par les réfugiés aura probablement une influence sur le psychisme des réfugiés sur le long terme. L'accueil en lui-même, lui aussi extrêmement fragilisant, risque également d'avoir des conséquences sur le long terme, sur le psychisme des réfugiés. Alors, pour revenir à la situation, au contexte sur lequel on discute depuis un moment, donc, au niveau du pré-accueil, le non-accueil a été extrêmement violent sur le terrain et a aussi été renforcé par certaines lettres qui ont été, vous avez certainement entendu parler des lettres qui ont été distribuées par Theo Franken au moment... Les lettres, Quoi? les tweets aussi. Les parce que tweets, les tentes sont trop confortables, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas venir. Les tentes sont trop confortables, oui, non. Donc Theo Franken qui essayait donc, par des lettres de dissuader les personnes. Donc, il y a eu plusieurs lettres qui ont été distribuées, mais notamment des lettres qui tentaient de dissuader les personnes de déposer une demande d'accueil en Belgique. Donc c'est des lettres qui disaient, j'en ai une ici, mais qu'en gros, voilà, c'était peut-être pas avantageux de demander l'accueil en Belgique parce qu'il y a une longue procédure d'asile. Il n'y a plus d'autorisation de séjour à durée indéterminée, on est dans des logements collectifs et donc peu confortables, une application systématique de la procédure Dublin, donc la procédure Dublin qui vise à renvoyer les réfugiés dans le premier pays où ils ont demandé l'accueil, que le regroupement familial sont des procédures extrêmement longues, qu'il y a énormément de décisions négatives et contraignantes, donc c'est des lettres qui ont été distribuées par Theo Franken et qui donc étaient en fait des lettres plutôt dissuasives à l'accueil. Donc, bon, voilà, ça c'est un exemple, mais donc on a été très clairement dans un non-accueil très visible sur le terrain, et puis je ne vais pas revenir, je me suis déjà penchée dessus, mais le chaos qui a existé au niveau du pré-accueil, des familles entières qui ont dû dormir dans la rue, le temps de pouvoir déposer, ne fût-ce que déposer une demande d'accueil à l'Office des étrangers, voilà, c'était fragilisant. Par ailleurs, alors, qu'est-ce qui se passe au moment de l'accueil? Il a été prouvé par plusieurs études qu'un long séjour en structure d'accueil entraîne des effets négatifs tels que des troubles de mentaux, des dépressions, des agressivités, des pertes de motivation, de compétences et d'autonomie, des bouleversements des rôles parentaux et familiaux. Et donc en fait, ce qui se passe concrètement au sein du réseau accueil, c'est que les demandeurs d'asile, si on suit tout simplement la procédure accueil, le demandeur d'asile doit attendre d'obtenir la réponse, d'abord d'obtenir le rendez-vous au CGRA, mais après d'obtenir la réponse de la part du CGRA, et puis après la procédure peut être plus ou moins longue, avec des contentieux, enfin avec des appels, etc. Mais donc ce temps de l'attente est un peu vécu comme un temps de sursis et surtout un temps d'inactivité de la part des demandes d'asile. Donc on est dans une attente, dans une sorte d'encampement. Donc l'encampement, c'est un...
C'est un terme qui a été conceptualisé par l'anthropologue Michel Agier pour désigner le fait de vivre des situations d'exil prolongé dans des camps de réfugiés. Mais dans le secteur de l'asile, le terme est devenu un peu générique pour désigner le fait d'être enfermé, littéralement ou non, dans un lieu de transit le temps d'eux, et donc d'être mis d'une certaine manière à l'écart de la société. Donc il y a l'attente, l'encampement et aussi un manque de lien social. Voilà, peut-être tu pourras peut-être un peu revenir là-dessus, mais un manque de lien social qui peut exister entre les différentes communautés dans les centres d'accueil. Donc le temps de l'urgence laisse donc la place au temps long, qui peut être un facteur de fragilisation psychologique puisque propice à des pensées ruminatoires. Et donc ici j'ai quelques témoignages que j'ai récoltés sur le terrain. Voilà, on a entendu que les centres ouverts n'ont pas de conditions super non plus. Quand je travaille sur le trottoir de la Croix-Rouge, donc la fille que j'ai interrogée ici, c'est une bénévole de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Donc, quand je travaillais sur le trottoir de la Croix-Rouge, pour proposer un logement aux personnes qui ne pouvaient pas être logées par le centre du WTC 3, ils avaient des papiers des centres, et ils disaient s'il vous plaît, je ne retourne pas là-bas parce que les conditions de vie sont extrêmement compliquées, on n'a rien à faire, on est entassé. Une fois le pré-accueil passé, c'est ainsi la première fois que tout s'arrête, c'est la première fois qu'il y a l'attente, le désespoir s'instaure à ce moment-là. Beaucoup de réfugiés m'ont parlé des problèmes de santé mentale. Oui, alors donc cette inactivité, enfin, donc, au sein des centres, la première chose qui est pensée par les centres, c'est d'essayer de trouver des activités pour les demandeurs d'asile pour justement échapper à cette attente massive et très longue. Mais l'attente vécue et subie du fait de la procédure d'asile est également renforcée par le sentiment de vivre enfermé dans les centres, malgré les possibilités de sortir. De fait, l'inactivité en soi peut être enfermante par le manque de raison de sortir des centres. Un autre témoignage du fait du temps d'attente lié à la procédure, on voit les gens décliner, l'attente tue les gens. Quand c'est négatif, ils ont un moment où ça descend en piqué. Donc quand c'est négatif, c'est-à-dire quand ils reçoivent une décision négative de la part du CGRA. Puis il y a la possibilité de recours. Ils oscillent sans arrêt entre espoir et désespoir, en permanence. Mais est-ce que tu pourrais habiter longtemps ici? C'est celle qui témoigne, c'est une travailleuse sociale du centre de Petit Château, qui est un centre qui se trouve sur le canal et qui est un centre très très grand. Bon, en fait, il faut savoir aussi qu'en fonction du centre, on va être dispatché. Il y a des centres qui sont plus agréables que d'autres. Et le centre du Petit Château semblerait être un centre plus compliqué. Oui, non, c'est une caserne. C'est une vraie caserne. C'est une vraie caserne, ouais. Alors, tu pourrais rester longtemps ici, moi pas. Ils doivent sortir pour ne pas vivre un enfermement habituel. Est-ce que n'importe quel jeune peut vivre 24 heures sur 24 enfermé dans son habitation avec le seul chemin de la chambre au bureau, du bureau à la cour? Parce que c'est ce qui se passe ici. Donc voilà quelques témoignages de ce que peut être l'attente au sein des centres. Après, donc ça c'est l'attente de manière habituelle, mais il y a aussi un impact du moment de l'urgence en tant que tel, parce que donc la crise de l'accueil, comme je vous l'ai dit, c'est caractérisé par une urgence de trouver un nombre de places supplémentaires à tous les demandeurs d'asile qui arrivaient. Et donc les travailleurs sociaux ont été extrêmement débordés, littéralement débordés. Des centres ont ouvert à gauche, à droite, etc. On a engagé des nouvelles équipes qui connaissaient rien ou qui connaissaient, enfin, je ne vais pas être trop radical, mais qui connaissaient très peu de choses sur les procédures d'asile ou qui ont dû être formés en urgence, etc. Et donc, cette urgence-là a également eu un impact sur l'accueil des demandeurs d'asile, et donc non seulement sur la charge de travail des travailleurs sociaux, mais aussi sur la qualité du suivi qui est habituellement proposé par la loi accueil. Et puis, voilà. Donc, un témoignage. Un autre effet que je ressens dans mon travail, c'est la saturation des centres d'accueil. Le fait qu'ils soient bourrés à craquer fait que les travailleurs des centres ont énormément de travail et sont débordés tout le temps. Ça a forcément un impact sur l'accueil et sur les difficultés de la souffrance de ces résidents de centre. L'accès aux bureaux médicaux, l'accès aux assistants sociaux est très difficile. Les gens doivent faire la file pendant longtemps.
Pour les gens qui sont déjà tendus ou fragiles à cause de la situation, leur vécu ou tout simplement l'incertitude d'obtenir l'asile, ils sont pour certains à fleur de peau et ça peut faire qu'ils pètent un câble. Donc voilà, le nombre de places qui a augmenté, etc. Alors aussi, oui, donc je vous avais dit qu'une des particularités de la crise, c'est qu'on avait eu une augmentation du nombre de MENA. Les procédures d'asile pour les mineurs, donc les MENA c'est les mineurs non accompagnés, les procédures d'asile pour les mineurs non accompagnés sont spécifiques, étant donné qu'ils sont mineurs. On propose entre autres à ces personnes d'avoir un tuteur, mais ils sont aussi censés être logés dans des centres spécialisés, donc pas les mêmes centres que les adultes. Mais du fait de la crise, on a dû trouver en urgence un nombre de places, et donc une particularité, ça a été que on a dû... Et donc c'est une des vulnérabilités qui est prise en compte. Donc le réseau accueil prend en compte certains types de vulnérabilités, le fait d'être un MENA, le fait d'être une femme aussi, enfin, donc il y a une liste de critères de vulnérabilité dans la manière dont on dispatche les demandeurs d'asile. Et donc pour les MENA par exemple, vu que le nombre d'arrivées a explosé, on a été obligé de réduire les critères pour les jeunes, on a gardé les plus petits et les plus vulnérables. Pour eux, on a fait attention à ce qu'ils soient dans un lieu résidentiel après un premier screening et qu'ils soient scolarisés, qu'ils aient un éducateur, un tuteur et qu'ils aient accès à un suivi psychologique. Mais pour certains MENA plus âgés, on n'a pas toujours été capable de répondre à ces critères, parce que c'était un vrai exercice d'équilibriste pour pouvoir les placer. Donc ça, c'est un témoignage d'Isabelle Pluma, qui est responsable de la cellule de MENA à FEDASIL. Et donc on a des mineurs de 16, surtout de 17 ans, donc on a réduit l'âge, qui ont été placés dans le réseau accueil d'adultes avec un effet de non-scolarité pour ces enfants, et voilà, donc l'impact de l'attente, etc. Alors, quelle a été la particularité des demandeurs d'asile, entre guillemets, de la crise? Donc les personnes qui arrivent massivement sont principalement des rescapés de guerre qui ont fui dans des conditions effroyables, qui ont régulièrement été victimes d'autres traitements inhumains et dégradants dans leur périple, et ce, y compris sur le sol européen et en Belgique. Pour un nombre d'entre eux, l'exposition de ce type d'événements successifs a eu un effet négatif durable sur leur santé mentale. Ce type de parcours aura probablement un impact au niveau clinique. Tentons de décrypter ici les particularités pour ces demandeurs d'asile dits de la crise. Donc, tout d'abord, on a des réfugiés qui sont tout droit au sortir de la guerre. Donc, on a voilà, les réfugiés syriens, par exemple, c'est des personnes qui massivement ont connu pendant de nombreuses années la guerre, et donc qui ont littéralement vu des bombes péter sur leurs bâtiments pendant très longtemps et massivement. Donc on a voilà, c'est des réfugiés donc vraiment sortis de la guerre, mais dans le sens collectif du terme. Les 3 premiers pays de provenance des personnes ayant déposé une demande d'asile en Belgique en 2015 sont l'Irak, la Syrie et l'Afghanistan. En pleine crise, ces 3 nationalités réunies représentaient à elles seules presque 3/5 du nombre total des demandes introduites. Donc on se retrouve donc ici face à un groupe qui répond aux critères de droit de protection dans son sens le plus strict, qui a subi massivement des conflits armés. Pour le dire autrement, ce sont des personnes qui ont noir sur blanc vu péter des bombes sur leur toit 3 jours avant d'arriver. Si ces dernières années, l'Europe et la Belgique ont fait face à des arrivées importantes de demandeurs d'asile, notamment en 2009, c'est quelque chose de nouveau et que d'être confronté massivement à ce type de profil. Alors, une petite citation de Chloé Nadeau, vu qu'on a dans la salle, qui a participé avec nous. Donc la particularité de la crise, c'est qu'on a un volume de gens qui ont vécu la guerre de manière incroyable. On a un problème de volume. Je ne dirais pas que ce sont des nouveaux exilés dans le sens où ce sont des profils qu'on est susceptible d'avoir déjà rencontrés, mais avant c'était peut-être 1 par trimestre ou quelque chose comme ça. Là, on en voit 3 par jour. Dans la même semaine, je peux être contactée je ne sais combien de fois pour des histoires très tragiques. Par exemple, une fille de 14 ans qui était enceinte, qui a vu sa tante se faire égorger devant elle. Non pas qu'avant je ne l'entendais jamais, mais là, ça devient énorme. Donc voilà. Deuxième particularité, c'est les routes migratoires qui deviennent de plus en plus violentes. Donc on connaît les accords
d'Ankara, récemment l'accord que l'Europe a passé avec la Turquie pour renvoyer les réfugiés, mais donc on a aussi les centres de tri, les hotspots, on a aussi voilà, les murs qui sont érigés sur les routes migratoires, les fermetures de frontières au sein de l'espace Schengen et les traversées de la mer Méditerranée qui sont violentes, etc. Donc les routes migratoires, elles aussi, ont été particulièrement difficiles en temps de crise, au sein d'une Europe forteresse qui tentait massivement de dissuader l'arrivée de nouveaux demandeurs d'asile. Je me pose la question, témoigne Sarah Stroven, psychologue au centre de Saint-Tron, je me pose la question des traumas qu'ont vécu en Europe, comme en Bulgarie ou en Hongrie. La Grèce et l'Italie, on connaissait, mais maintenant j'entends des pratiques très graves qui ont un impact sur la santé mentale des gens. La liste des pays européens qui ont des traitements inhumains et dégradants a augmenté. Les pratiques dont j'entends parler sont par exemple le fait d'être incarcéré, d'être obligé de donner son empreinte digitale, d'être forcé à boire de l'eau des toilettes, de subir des comportements inhumains comme recevoir des coups. Ce sont des formes de torture et de transgression des droits humains. C'est donc une difficulté de la route en elle-même, du fait que les autorités ne sont pas toujours aptes à gérer cette route avec des conséquences de ce qu'ils subissent derrière les portes fermées. Ce que l'on sait, il y a ce que l'on sait parce que on l'entend dans les témoignages, mais il y a aussi ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne voit pas. Voilà, combinaison de traumas liés aux conflits armés et aux routes migratoires particulièrement dangereuses, donc j'en ai déjà parlé. Une autre particularité de ce public de la crise, c'est qu'on a eu beaucoup de familles qui ont été séparées. Les demandes d'asile qui ont fui les conflits sont souvent arrivées séparément et les familles sont en attente. Et les familles sont en attente que leur dossier passe pour que le reste de la famille les rejoigne. Il y a donc un stress particulier au niveau des séparations. Les gens sont beaucoup plus stressés, c'est un stress émotionnel, ils sont plus nerveux, surtout dans l'attente de la décision du CGRA. Tous les dossiers de Bagdad ont leurs dossiers qui sont gelés, il y a donc un stress au niveau de la procédure, mais aussi au niveau de la séparation. Une nouvelle vague qui arrive ne vient pas en famille, il laisse souvent la famille là-bas, donc il y a ce gros stress au niveau des séparations. Et ces séparations se passent aussi, c'est aussi pour ça qu'on a énormément de mineurs étrangers non accompagnés qui arrivent. C'est parce que sur les routes migratoires, les familles sont séparées, des enfants se retrouvent sur certains bateaux. Donc il reste 5 minutes. Oui, très bien. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a plus de ménages, parce que les familles ont été séparées. Donc rapidement, voilà, ça c'était la particularité pour les demandeurs d'asile de la crise, mais il y a aussi quel a été l'impact pour les autres demandeurs d'asile. Donc on a vu aussi une réponse à deux vitesses qui s'est opérée entre les demandeurs d'asile de la crise qui viennent des pays que j'ai précédemment cités, qui ont vu leur dossier se faire accepter très rapidement, en 2 mois de temps, en 4 mois de temps. Les Syriens se voyaient accorder le statut de réfugié, ils avaient à peine le temps d'arriver dans le parcours accueil que leur statut était déjà octroyé. Et d'un autre côté, on a des demandeurs d'asile qui n'appartiennent pas à certaines catégories de nationalités, qui voient leur temps de l'asile devenir plus long. Et donc on a une réponse à deux vitesses. Et donc au sein du réseau accueil, il y a aussi des tensions qui naissent entre ces groupes-là, avec les personnes qui disent « Moi, avant, j'avais déjà l'impression de ne pas valoir grand-chose, d'être ici dans ces centres d'accueil avec une attente, etc. Et maintenant, j'ai l'impression que je ne vaux rien. » C'est des témoignages qu'on a entendus et qui disent, ben voilà, en fait, les autres demandeurs d'asile sont prioritaires, et donc moi, qu'est-ce que je vaux dans tout ça? Quelle est ma légitimité de pouvoir demander l'asile, etc. Donc il y a eu des tensions qui sont apparues entre les demandeurs d'asile dits de la crise et les autres demandeurs d'asile non de la crise. Donc il y a eu des tensions, mais alors aussi, et là, dites-moi si je me trompe, apparemment, il y a le fait que, donc, avec cette crise, il y a eu une régularisation, enfin pas un octroi très rapide et très massif de statut de réfugié pour les demandeurs d'asile syriens et autres. Et donc, au sein des réseaux sans papier, il y a aussi des rumeurs qui circulaient et qui disaient, oui, en fait, il va aussi y avoir
des moments de régularisation, et donc des personnes qui n'avaient plus envie de déposer une demande de régularisation, qui ont décidé de demander d'être régularisées. Donc enfin, voilà, il y a énormément de rumeurs qui se sont accompagnées Et alors je vais terminer, comme ça je termine, avec quels sont les potentiels symptômes en termes de santé mentale, donc que le centre de santé mentale Ulysse peut constater lors de la prise en charge des personnes exilées. Voilà, bien qu'il soit laborieux, voire potentiellement risqué de catégoriser les symptômes en termes de santé mentale, surtout pour des non-professionnels, j'ai écrit ça parce que je ne suis pas psychologue, mais il est clair que les vécus dans les pays d'origine, les expériences de l'exil et les difficultés liées au statut de séjour peuvent fragiliser psychologiquement les demandeurs d'asile. Les réfugiés de la vague migratoire actuelle, tout comme les autres demandeurs d'asile, sont susceptibles d'avoir été victimes de tortures, victimes de violences sexuelles, victimes de pratiques traditionnelles telles que les mariages forcés ou des excisions. Beaucoup d'entre eux sont des MENA, autant de fragilités particulières qui risquent d'être renforcées par les politiques de non-accueil. Les demandeurs d'asile que nous avons déjà eu l'occasion d'invoquer. Le service de santé mentale Ulysse, dans sa fiche signalétique qui accompagne le dossier individuel de chaque patient, liste ainsi une série de symptômes qu'il est intéressant d'exposer ici. Donc on a des symptômes liés à la schizophrénie, des syndromes paranoïaques, la symptomatologie psychotique atypique, des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs, des symptômes de stress post-traumatique, des symptômes psychosomatiques, des troubles du comportement tels que la violence, la bagarre, etc., des troubles de l'humeur, des problématiques d'addiction telles que l'alcool, la drogue, etc. Plus aussi l'impact, quid de l'impact que ça aura une fois que ces personnes-là auront ou non leur statut de réfugié, peu importe qu'ils l'obtiennent ou non, mais sur le long terme, voilà, quelles vont être les conséquences sur le long terme de ce passage au sein du réseau accueil. Voilà. Je te laisse la parole, Mamadou. Merci. Sans trop tarder, alors, Mamadou, tu as la parole, et comme ça, on gardera des questions pour une discussion plus générale. Merci à vous. Merci à toi. En fait, la présentation de l'or, ça c'est une recherche scientifique. C'est des recherches qui ont été minutieusement. Bon, moi, ça n'a rien à voir avec ce que je vais parler. Moi, je ne suis pas un chercheur, mais plutôt un acteur de terrain. Donc, c'est par rapport à ça, mes activités, tout ce que j'ai pu mener sur le terrain, tout ça là. Et aussi, j'ai connu aussi, peut-être que quelque part aussi, la demande d'asile dans 2 pays européens différents, mais quand même, tout ce qu'ils ont ratifié la même convention de Genève. Et donc, c'est pour commencer mon intervention d'abord, on va tous ensemble comparer 2 discours. Un discours de 1914 et un discours de 2016. Bon, c'est la chose, comment dirais-je, c'est en Castres, une ville française. C'est en 1914. Je pourrais prendre peut-être le discours de Théo Frankel pour comparer. J'ai préféré prendre d'abord le discours d'un maire de France et un bourgmestre d'une ville flamande, d'une ville flamande. Voici le discours, ce qu'il dit. Un convoi de réfugiés belges arrivera aujourd'hui à 3 heures. Ces braves gens ont dû quitter leur foyer, envahis par la horde des barbares qui ont violé le sol de leur patrie, en même temps celui de la France. Pendant ce temps, vous pourrez prendre vos dispositions pour les accueillir chez vous, ces amis de la France. Ça, c'est le discours de 1914. Et 100 ans plus tard, on entend un autre discours en Flandre. Ces réfugiés qui sont venus aujourd'hui ici, ils sont venus profiter du système, ils appellent les citoyens de ne pas les donner à manger. Si vous les donnez à manger, c'est que vous les attirez de venir si nombreux chez vous. Donc la comparaison, c'est qu'en 1914, on se battait pour accéder à la démocratie. Et maintenant, en 2016, on se dit que la démocratie, peut-être c'est quelque chose, c'est un acquis. C'est un acquis, mais quand même, on voit un peu des divergences dans les discours. Donc cette étude que Aurore a menée, c'est que la santé mentale, c'est qu'aujourd'hui la procédure d'asile, d'un demandeur d'asile, pour que ça aboutisse,
il faut réellement, ça se joue sur le mental. C'est pas c'est pas par la crédibilité de ton histoire, mais c'est sur le mental de celui qui vient demander l'asile. Et combien de fois aussi, il sait aussi résister au stress aussi, face aux fonctionnaires qu'il aura en face de lui, en Belgique, ce que j'ai vu en Belgique ici. Vous imaginez un peu, quelqu'un qui vient d'arriver en Belgique, aujourd'hui, qui tombe à la gare du Midi, il ne connaît personne, il demande où se trouve l'office des étrangers, on l'envoie à l'office des étrangers, avec toute la fatigue, tous les horreurs, tout ce qu'il a vécu sur la route, et maintenant il introduit sa demande. Il y a d'autres qui ont cette malchance de tomber ce même jour, ils sont auditionnés le même jour. Donc, il y a au moins 1h à 1h30, 2 heures de temps d'audition à l'office des étrangers. Et c'est tout ce que tu as dit qui sera retransmis au CGA. Cette personne n'a pas, dans la tête, ça ne va pas, la fatigue, beaucoup de choses et tout ça, tout ce qu'il a vécu, tout ça. Je ne pense pas à ça. C'est que cette personne d'abord avait besoin de se reposer et tout ça. L'une des causes de l'échec, ça pousse beaucoup de personnes à échouer. Et aussi, voir aujourd'hui, bon, les Syriens qui sont venus, qui ont été poussés à quitter chez eux aujourd'hui pour venir ici. C'est pas parce qu'aujourd'hui, réellement, parce que la richesse de l'Europe qui les amène ici. Loin de là. Si c'est un problème de richesse, les pays arabes sont plus riches que l'Europe aujourd'hui. C'est là parce que tous ces gens. Mais c'est pas ça. Ce qui recherchent, c'est pas peut-être que quelque part c'est la fortune, c'est pas ça, mais c'est une protection où ils peuvent penser, où ils peuvent réfléchir, ils peuvent avoir cette liberté de penser, de réfléchir. Pas peut-être que quelque chose venir profiter d'un système. Mais aujourd'hui, sur le plan politique, qu'est-ce qu'on dit? On dit non que peut-être que ces gens ils sont venus pour profiter de nos systèmes. Et je mets un peu à leur place. Quand j'étais. Moi, comment dirais-je, l'Europe a été un modèle pour moi depuis que j'étais en Afrique. Pas un modèle par rapport à la beauté de l'Europe, pas un modèle par rapport à comment dirais-je, pas un modèle par rapport à la richesse de l'Europe. Non, je sais que c'est pas comparable l'Europe et l'Afrique, pas en matière de richesse. Mais par rapport à la liberté de penser, de réfléchir de ces mouvements et aussi comment l'Europe prenait un peu aussi soin de sa jeunesse aussi. Il y avait des politiques qui étaient là, qui étaient soucieux de l'avenir de la jeunesse. Ils savaient que l'avenir du pays, c'était la jeunesse. Donc moi, je pensais que c'était ça. C'est que pour moi, mon modèle, c'était pas les États-Unis qui étaient une puissance mondiale, mais mon modèle, c'était l'Afrique. C'était l'Europe. Et bon, pour passer un peu, bon, je suis arrivé à chose. Et aussi, bon, avant d'arriver sur cela, d'accord, l'étude, j'ai été beaucoup touché quand j'ai parcouru l'étude d'Aurore. C'est que tout le temps, on parle aujourd'hui des demandeurs d'asile, mais il y a une couche qui est ici, qui existe en Belgique ici, mais qu'on ne parle pas d'eux. C'est des gens qui sont oubliés, qu'on appelle les sans-papiers, qui sont là. C'est que presque beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs, ils font des études, mais on parle moins des sans-papiers. Alors qu'ils sont 150 000 personnes ici en Belgique. Ils vivent ici, ils travaillent ici, ils font tout ici, ils payent ils louent des maisons ici, ils existent. Mais aux yeux du politique, ils n'existent pas. Alors qu'ils existent. Et quand je vois l'étude aussi que Laure essaie d'aller approcher ces gens et discuter avec eux, savoir aussi qu'est-ce qu'ils ressentent aujourd'hui. Donc voilà. Donc j'ai été beaucoup touché de ce côté, quoi, parce que c'est des gens que je les vois comme des oubliés. Moi personnellement, je suis arrivé en Grèce pour la première fois. J'ai connu un peu les deux étapes, j'ai connu un peu la procédure d'asile en Grèce, puis après en Belgique, mais je connu un peu aussi avec les relations aussi. J'ai parlé avec pas mal d'associations qui étaient aussi en Italie, puis aussi des associations des Africains aussi, d'Africains là-bas aussi, comment ils m'expliquaient un peu aussi via aussi le net aussi comment se passaient un peu les procédures d'asile en Italie. Donc, en Grèce, ici, c'est par rapport à la Grèce, c'est pas tout, ils ont tous ratifié la Convention de Genève, on doit réellement traiter les gens de la même manière, mais officiellement, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent officieusement. Officieusement, la Grèce, moi je suis arrivé en 2006, en Grèce, il n'y a pas de structure d'accueil là-bas. Un migrant qui vient d'arriver comme le fief d'Asie, ça n'existe pas en Grèce. Et que tu arrives, d'abord, tu vas aller demander l'asile. C'est chose, comment dirais, c'est à la police étrangère, tu dois aller demander l'asile. Et tu introduis ta demande d'asile, le flic qui va te dire, ok, tu vas, tu te retrouves. Si tu as une adresse, tu viens maintenant nous communiquer ton adresse et ton numéro de téléphone.
va chercher où te coucher, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Donc moi, quand je suis arrivé en Grèce pour la première fois, mes 10 premiers jours, comme je l'ai toujours dit, je les ai passés dans un jardin public, en plein matin. Et voilà. Et c'était en plein hiver aussi. Heureusement, j'ai eu la chance, bon, un Guinéen comme moi, il m'a trouvé là, on a parlé, après il m'a emmené chez lui. Mais il y avait une association des Guinéens là-bas, qu'on appelait URGG. Bon, directement, j'ai essayé de... j'étais membre, j'ai essayé de suivre la situation, j'étais membre et tout ça là-bas. Finalement, j'ai commencé à discuter, partager avec eux, discuter avec eux. Voilà, la première des choses, c'est quoi? J'ai demandé, est-ce que l'association est légale aux yeux de la loi? Ils m'ont dit non, qu'ils ne sont pas légales, mais j'ai dit, mais vous êtes là officiellement, vous ne savez rien faire. La première des choses, c'est que, d'abord, vous pouvez faire quelque chose, mais quand même, il faut essayer de légaliser la situation. Mais il faut qu'on touche des juristes pour savoir comment il faut faire. Est-ce qu'il y a moins? Parce que je vois un peu, les droits étaient tellement rétrécis en Grèce, donc il fallait qu'on touche les juristes pour savoir réellement s'il y avait moyen. On a contacté certaines personnes qui nous ont dit oui, il y a moyen de légaliser la situation. Et si vous légalisez la situation, vous saurez, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et donc on a essayé de légaliser la situation et tout ça. Bon, finalement, bon, vu les idées dont j'émettais, ils m'ont dit directement à l'unanimité, ils m'ont demandé d'être le premier secrétaire de l'association et en même temps chargé des relations extérieures. Je dis ok, ça va. Je vais essayer de voir. Et je le faisais, j'ai essayé de... Mais pour moi, ma réflexion, c'est quoi? C'est que, une chose, j'ai passé d'abord, mes 10 premiers jours dans un parc. Je vois pas mal de Guinéens qui viennent, des Africains, des migrants qui viennent. Je vois beaucoup de personnes dans le parc, mais je m'écoute. L'importance, une association qui compte peut-être plus de 700 membres. On avait une cotisation de 10 € par mois. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux faire? Avec, bien vrai qu'on est légalisé maintenant, on peut mieux faire parce que est-ce qu'on ne peut pas apporter de l'aide? Parce que l'État ne fait rien. Est-ce que nous réellement aussi, si l'État ne nous aide pas, est-ce que nous on ne sait pas s'organiser pour nous aider nous-mêmes? C'est ça le problème. Bon. Les témoignages au cours de la réunion, comme ça, d'autres quand j'ai essayé d'expliquer, oui. Mais l'idée est vite passée. Pourquoi? Parce que la majeure partie, bon peut-être moi j'ai passé 10 jours, il y a d'autres qui vont m'expliquer leur parcours, ils ont passé 20 jours. Il y a d'autres, l'autre il va dire, moi j'ai passé peut-être plus d'1 mois dans un parc. Donc finalement, nous qui étions là, ça veut dire que tous sont passés par là. Il y a d'autres quand même qui, peut-être que les 85% sont passés les premiers mois, ils les ont passés dans le parc parce qu'il n'y avait pas de structure d'accueil. Mais d'autres aussi, peut-être les 15%, ils ont été accueillis parce qu'ils avaient un ami ou bien un ami qui connaissait quelqu'un en Grèce qui donnait un numéro, il faut appeler telle personne. Il va venir te chercher, il va t'envoyer chez lui. Donc bon. Comme ça, mais l'idée est vite passée, les gens disent d'accord. Moi je dis, ouais, mais il y a moins parce que quand j'ai discuté avec l'avocat a dit il y a moins. Nous-mêmes, on peut organiser l'accueil des migrants qui viennent. Mais quand même, c'est qu'on peut prendre des maisons de transit, il y a moins de prendre des maisons de transit, mais je ne sais pas, on doit payer la moitié du prix. On essaie de la moitié du prix, je ne sais pas, l'autre moitié, peut-être que c'est l'État qui payait, je ne sais pas. Mais toutes les maisons qu'on a réquisitionnées, on a réquisitionné une 50, puisque l'idée est passée à l'unanimité, on était d'accord. Mais on ne savait pas accueillir tous les migrants qui venaient. Mais quand même, on a essayé de voir un peu, bon. On a essayé de... La campagne, c'était quoi? C'était plus jamais un Guinéen n'allait passer la nuit dans un jardin public. C'est pas un peu... Le mot est un peu déplacé, vous allez trouver, non, c'est pas ça. C'est qu'on ne savait pas faire pour toute la communauté africaine, on ne savait pas faire aussi pour tous les migrants, mais quand même, l'idée c'était quoi? C'était de donner un bon exemple. Et il y avait pas mal d'associations africaines qui étaient là-bas aussi. Ils pouvaient aussi passer par notre exemple aussi pour accueillir aussi, quoi. Donc c'était ça l'idée. Et finalement, ça a été accepté à l'unanimité. On a augmenté les cotisations pour pouvoir subvenir à ces maisons. On a réquisitionné plus d'une 50aine de maisons en plein centre-ville d'Athènes. Et maintenant, on organisait tous les Guinéens qui venaient, on essayait de les récupérer, les loger. On ne savait pas les garder comme le fils d'asile pendant 3 mois, 6 mois, 8 mois. Non, 1 mois. Mais pendant 1 mois, ça veut dire qu'ils sont logés, nourris, blanchis et tout ça. Et les demander aussi. Qu'est-ce qu'ils savent, les aider aussi à introduire une demande d'asile, les préparer un peu psychologiquement comment ils allaient affronter les fonctionnaires qui étaient là, quoi. Les fonctionnaires de l'État qui étaient là, qui allaient
Ok. Et encore aussi, essayer aussi de réfléchir avec qu'est-ce qu'ils savent faire, parce qu'on avait une petite cellule aussi qui était là, comme une cellule d'insertion socio-professionnelle qui rencontrait ces gens, demandait quel a été ton parcours et tout ça, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu as fait avant. Si tu dis que tu es médecin, on te dit c'est raté en Grèce, c'est fini ça, c'est raté. Si tu dis que tu es instituteur, c'est raté. Et quoi, si tu es, moi je dis, moi j'ai fait 5, j'ai fait 5 ans, 6 ans, 5 ans, mais moi je travaille au noir, c'est les travaux les plus pénibles que tu peux faire. Moi, je travaille dans la plonge pendant 7 ans et tout ça, et non déclaré, tout ça. Voilà. Donc, ça veut dire que tu es venu avec ton diplôme, ça, il faut mettre ça de côté. D'abord, on avait le contact avec beaucoup de restaurants quand il y avait des gens qui avaient besoin. On avait aussi le contact aussi avec les entrepreneurs, les sociétés de nettoyage. C'est que tous les sales boulots que les Grecs ne voulaient pas faire, les gens, on avait le contact avec ces gens qui aussi a impris aussi beaucoup d'heures de travail et plus de 10 heures de temps de travail. Et puis il y a des choses, mais quand même, c'est la seule manière d'insérer les gens. Parce que beaucoup de choses, ça ne pouvait pas marcher. Mais quand même, ça allait. Et aussi, il fut des moments aussi où les maisons sont vides, on passait dans les parcs, s'il y avait d'autres communautés africaines, les migrants ou autres communautés, ou migrants aussi qui étaient là-bas, on venait les prendre, on les amenait dans d'autres maisons, dans les appartements de choses. Ça a été quand même une réussite parce que depuis ce temps, les Guinéens qui sont venus pendant ce temps, personne n'est resté, n'a passé la nuit au dehors. Et deuxièmement, quoi, c'est que et beaucoup de communautés aussi. L'exemple a été pas mal de communautés, ils ont pris l'exemple. Ils ont essayé de s'organiser aussi. Et là aussi, maintenant, comment il faut, par rapport à ça, on a essayé de réfléchir encore. Il a élargi la réflexion. Mais pourquoi aujourd'hui, les Grecs, aujourd'hui, pour eux, ça veut dire qu'il y a un grand pont entre les Grecs et les migrants. C'est que, vous allez aujourd'hui en Grèce, je vous invite à aller visiter la Grèce. Vous n'allez jamais voir peut-être dans une forme quelque part, ça que infirmier ou bien chauffeur de bus ou bien ça, un Africain, par couleur de peau déjà, tu es exclu déjà de la course. Pourquoi ça? Réellement, parce que on a eu un week-end de réflexion là-dessus. Nous, au sein de notre association, disons que peut-être, ça peut ne pas être ça, mais peut-être c'est parce que la Grèce n'a pas eu peut-être de lien colonial avec l'Afrique. Ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils ont vu un peu une image, parce qu'une image, c'est quoi l'Africain? C'est l'esclavage, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc pour nous, ça veut dire que, d'abord, aujourd'hui, l'idée, c'est quoi? C'est de changer un peu ce visage. Mais on s'est dit, il faut qu'on se fixe un objectif. Il y a moyen de changer ce visage. Mais les personnes âgées, parce que ce sont les personnes âgées qui ont transmis ce visage à la jeune génération. Donc c'est les Africains, c'est les gens, il faut exploiter au maxi, il faut avoir peur d'eux. C'est que l'Afrique, c'est les maladies, c'est qu'il n'y a pas de vie, les Africains ils dorment sur des arbres, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, comme ça se passe. Et donc maintenant, il faut changer l'image là maintenant. C'est que les personnes âgées, on ne pouvait pas, comme je l'ai dit, on ne savait pas le faire, mais quand même, il fallait toucher les étudiants, il fallait toucher aussi les syndicats, les mouvements, et les femmes aussi, essayer de discuter. Comment essayer ça? Mais on a décidé maintenant d'unir tout ça, et que l'association guinéenne seule ne savait pas le faire. Organiser une grosse, convoquer toutes les associations africaines, demander de converger nos luttes, créer une seule association, un bloc qu'on appelle l'association africaine de Grèce. Pu créer ce bloc. On était tous d'accord, ça veut dire que pour pouvoir résister, il fallait qu'on soit soudés pour pouvoir résister aussi. Ok, ça aussi c'était bien, ça a bien accueilli parce que tous, c'est que tu sois celui qui a fait 15 ans, 20 ans, on était tous opprimés de la même manière. C'est qu'il y a des gens qui avaient même, qui s'étaient mariés à des Grecs et tout ça, mais quand même, ça ne changeait pas. Hein. Le président de notre association, il était marié à une femme grecque, mais ça veut dire que son côté africain, il était toujours là. Donc voilà. Donc finalement, on était tous opprimés de la même manière. Qu'est-ce que l'idée? C'était que c'est passé à l'unanimité. Et maintenant, on a essayé de créer la situation, on l'a légalisé qu'on l'a fait. Et maintenant, nous, ça veut dire que l'idée, c'était de faire voyager les jeunes, les étudiants et tout ça. Les faire voyager, connaître la culture africaine, les expliquer réellement, pas les faire partir en Afrique, les pays, on n'avait pas les moyens, mais quand même, ils prennent là, les faire voyager, et maintenant on dit que même réellement en Afrique, il y a une vie. C'est pas ce qui s'est passé il y a 600 ans que vos parents vous ont expliqué, c'est pas ça.
Mais nous aussi, on est capable de certaines initiatives. On a essayé de les approcher. On a organisé beaucoup de choses, des festivités culturelles avec eux, en mettant les trucs de l'Afrique en avant, tout ça, nos cultures et tout ça, nos valeurs aussi. Et les expliquer qu'on avait la possibilité de réfléchir aussi. On était sensibles aussi, on avait cette réflexion, on pensait comme eux aussi. Mais peut-être que c'est la couleur du pot qui faisait la différence, quoi. On a organisé un tournoi d'une équipe africaine là-bas, ils nous ont approchés, ils ont vu que non, l'idée que les parents ont donnée et ce qu'ils ont constaté, c'était le jour et la nuit. C'était des gens, c'était pas des délinquants, c'était des gens qui réfléchissaient, c'était des gens qui étaient ambitieux, mais quand même, voilà, il y a beaucoup de choses. Ils ont vu, ils ont commencé maintenant. On a commencé à tisser des relations. Il y a eu beaucoup de relations et tout ça. On travaillait, on organisait des trucs ensemble. Eux-mêmes, ils nous aidaient maintenant à déconstruire le discours et tout ça là. Et tout, ils étaient tout le temps de nos côtés, ils nous invitaient et tout ça. Donc là, c'était ça aussi, c'était l'une des réussites. Bon, moi personnellement, puisque j'avais plus de relations extérieures, je m'occupais beaucoup de ce côté et tout ça. Bon, jusqu'en 2010, voilà. Après, il y a eu, bon, la crise était là depuis 2010, et puis maintenant il y a eu la montée de l'extrême droite et tout ce qui s'en suit, beaucoup de choses. Et finalement, la lutte a changé de camp, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses. Je ne vais pas passer dans je vais rentrer dans ce détail, on est arrivé à part, quoi. Donc voilà, donc, jusqu'à ce que je me suis investi encore plus en fond dans la lutte antifasciste aussi, avec les camarades grecs aussi. Mais c'était deux choses, ça veut dire que c'était un choix pour moi. Un, d'abord, si je m'investissais dedans, ça veut dire que je m'attendais en réponse à une répression, ça c'est sûr. Parce que les fachos avec le black, ça ne colle jamais, quoi. Donc il y a tous ces trucs, quoi. Donc voilà, jusqu'à ce que je quitte, et bon, voilà. Donc c'est comme ça. Après ici, après là-bas, bon, je suis venu en Belgique ici. J'ai été accueilli par Denis et sa famille ici, en Belgique, qui sont là, bon, tout ça, bon, voilà. Et donc j'ai introduit une demande d'asile ici. 6 mois après, ça aboutit aussi. Donc, d'abord, c'est un autre modèle. Je viens tomber encore ici. Bon, il y a toute une stratégie qui est ici. C'est bien organisé. En ce moment, c'était organisé. Parce que quand j'ai introduit ma demande d'asile, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'une chose. Quand je vois le titre, quand on parle de l'étude de la santé mentale des demandeurs d'asile, moi je dis toujours, c'est que ta réussite, de ta demande, l'aboutissement, la réussite de ta demande d'asile ne passe pas par la crédibilité de ton histoire, mais plutôt ta santé mentale. C'est là-bas que ça se passe. Et combien de temps aussi tu peux résister aussi au stress? Parce que soyez sûr, c'est que tu as en face de toi quelqu'un, un fonctionnaire que tu as l'impression qu'il est payé dans l'intention de te pousser à la faute. C'est qu'ils vont passer par tous les moyens et tu veux même parler de ton propre histoire, on te dit non, ils vont t'interrompre, te dire non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Mais il faut que la personne soit préparée psychologiquement pour dire que non, ça c'est mon histoire, c'est ça que je veux parler. C'est ça qui m'a poussé à quitter chez moi. Il y a tout ça, tous ces trucs, j'ai vu ça. Et à l'Office des étrangers et au CGA. Mais moi, mentalement, j'étais préparé. En Belgique, j'ai été auditionné à l'Office des étrangers par une seule personne. Au CGA, une personne. En Grèce, j'ai été auditionné par 4 personnes. J'avais 4 personnes qui m'auditionnaient. 2 flics, la police étrangère, et un représentant du HCR et un représentant de l'Union européenne. Et ces 4 personnes sont devant toi. Tu as presque 10 heures de temps d'audition, 15 minutes de pause. Donc ça veut dire que tu es harcelé à la fois et tout ça. Donc ça veut dire que ici j'avais en face de moi une personne, donc ça veut dire que j'étais à l'aise quand même. Ça ne pouvait pas me perturber et tout ça. Et aussi, il y a quand la personne est auditionnée aussi, souvent aussi, bon, la personne ne sait pas aussi qu'il peut aussi, ces gens aussi ne savent pas aussi qu'ils peuvent. Ils ne sont pas préparés pour le dire que réellement, ça veut dire que quand tu vois que la personne, il te pose des questions pour essayer de te perturber, tout ça, tu peux ramener aussi, tu peux aussi parler, c'est un truc pour dire non, que tu as certains droits aussi. Les gens se disent que non, si je parle d'une autre manière,
et peut-être que non, que bon, ça met, et je peux mettre en cause ma demande d'asile. Moi, personnellement, en Grèce, j'ai vu une fois une manière de me perturber et tout ça, parce qu'ils ont vu en Grèce, je m'en sortais beaucoup dans l'interview. Et j'ai reçu une question, l'autre, une deuxième question, à la fois une troisième question. Donc, 3 questions à la fois, ils ne savaient pas répondre. Je suis resté comme ça pendant une minute. Ils ont commencé à crier, répondez. J'ai dit non, vous retirez votre question, me posez la question. Une à une, je parle, je réponds. Mais 3 questions à la fois, je ne sais pas répondre. Je suis fatigué, je ne sais pas répondre les 3 questions à la fois. Vous retirez vos questions. Et c'est là mon avocat qui était à côté, il m'a dit non. Elle a dit non, je prends note et que vous tentez d'harceler mon client. Parce que vous avez, c'est la seule stratégie maintenant pour le pousser à la faute. Donc il y a tout ce truc aussi. Et aussi, donc il y a ces stratégies-là qui se passent. Je l'ai vu aussi en Belgique, ici aussi, cette stratégie. Donc ça pousse beaucoup de personnes à la faute, beaucoup de personnes. On entend aujourd'hui parler aussi, je vais revenir un peu sur certains points aussi. On a vu un peu aujourd'hui des réfugiés, comme les Syriens, comme ça aujourd'hui. Les réfugiés qui deviennent aujourd'hui une marchandise. L'Europe qui était peut-être que moi, qui était un modèle que je disais pour moi, qui devient les réfugiés syriens qui sont devenus une marchandise aujourd'hui, qui sont échangés à 6 milliards d'euros à la Turquie, pour que la Turquie fasse le sale boulot que peut-être qu'un certain Kadhafi faisait avant, qui n'était plus là, mais qui n'est plus là maintenant, voilà. Donc maintenant, voilà, il faut signer les accords avec celui qui doit faire ce sale boulot. Et aussi, encore, il faut totalement les réfugiés économiques qu'on parle d'eux aujourd'hui. On n'a plus besoin d'eux parce que c'est que les réfugiés économiques, on oublie que c'est nous qui avons créé, c'est l'Europe qui a créé ces réfugiés économiques. Mais puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui est plus proche, c'est les réfugiés de guerre. Ces guerres qui sont là, c'est récent. Donc là, c'est nous qui avons créé ces guerres aussi. Donc maintenant, c'est qu'on va accueillir, c'est que peut-être ces réfugiés, peut-être que de guerre, on va échanger, on vous donne de l'argent et tout ça, ok, d'accord. Mais quand même, c'est les autres réfugiés qui sont économiques, il faut les retrouver chez eux. Mais il y a une chose qui est là aussi, c'est ça, le CADTM l'a plusieurs fois démontré. C'est que l'Afrique va se développer, bien sûr, mais avec quoi? C'est pas... C'est non, on va continuer. C'était encore moins. C'est toujours embêtant de devoir le dire, mais... Avec quoi? C'est avec ses potentiels. C'est avec tout ce qu'on a chez nous, on peut prendre pour développer chez nous. Et si tout ce qu'on a chez nous, ça ne nous appartient pas, on ne sait pas se développer. C'est nos richesses qui vont nous développer. Mais il n'y en a pas, on peut pas, ça ne nous sert pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se développer. Donc ces jeunes maintenant, ils devaient vivre de ça. Et c'est maintenant, si on les retire tout ça, là, ils vont revenir chercher où ça y est, où c'est venu. Ils vont courir pour venir chercher ça ici. Donc vous voyez un peu, revenons, il y a plusieurs études qui ont révélé ça. Le CADTM va mener une étude, chose qu'on dirait au Congo, sur la construction d'un barrage. Ça c'est tellement pratique. Un barrage, le barrage Jenga qui a été construit en 1973, chose qui a coûté peut-être que 800 millions de dollars et 20% du PIB, c'est que de la dotation et tout ça. Le barrage a été tiré à 1900 km pour amener au Katanga. C'est que ce barrage, pourquoi là, ils ont financé, ils ont prêté de l'argent pour pouvoir, peut-être que les Congolais puissent profiter de ce barrage. Ça a été tiré à 1900 km pour amener au Katanga et aussi les Congolais, ils voient les piles électriques passer, mais c'est les multinationales belges qui profitent de ça. Ils ont de l'électricité 24 heures sur 24 heures, tandis que les Congolais, ils sont à la capitale. Peine capitale, ils ont des délestages, des heures et des heures. Et donc voilà. Et ce sont les citoyens qui vont payer ces dettes-là. C'est parce que ce n'est pas la Belgique qui va payer, mais c'est qu'eux, ils payent, mais qui profitent, ce sont les multinationales belges qui profitent de ça. Il y a beaucoup de trucs. Quand vous voyez un peu, on ne peut pas parler de réfugiés économiques sans parler de choses, comment dirais-je ça, choses peut-être dans les... Vous savez que plusieurs
la plupart des pays africains ont eu leur indépendance dans les années 60. Les années 60, ok. Mais quand même, peut-être que le colonisateur, il n'était pas content pour que ces gens aient leur indépendance. Mais une manière de les attacher encore, il y a eu un paquet de mesures qui ont été d'accord, qui ont été passées, comme tout ça là, pour dire que, ok, je vous donne votre indépendance, mais en contrepartie, vous devez signer ces accords. Vous avez l'obligation de signer ces accords. Ces accords, ça veut dire que, d'abord, il y a une monnaie coloniale qu'on va vous imposer, vous allez prendre, qui est le franc CFA. Il y a les impôts coloniaux que vous allez payer. Nous avons la priorité, les entreprises françaises ont la priorité sur tout ce qui est ressources naturelles, minières, tout ça, sur ce qui se trouve dans... C'est que vous avez votre indépendance, mais votre terre nous appartient. Tout ce qui est chez vous nous appartient, c'est ça. Tous les pays ont signé, c'est le seul pays qui n'a pas signé ça, c'est Sékou Touré. Il a refusé. Il dit qu'il préfère la liberté dans la pauvreté. Mais et après ça, il y a eu des répressions, il y a eu beaucoup de choses que je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Et l'impôt colonial d'Haïti, simplement, après, vous savez combien ça coûtait à l'Haïti? 21 milliards de dollars. La France a imposé l'impôt colonial. Haïti, après peut-être que c'est un demi-siècle, tout ce que ce pays a subi. C'était pas la France, c'était pas Haïti de payer quelque chose à la France. Mais c'est la France qui devait payer quelque chose. Mais ils ont 21 milliards de dollars qu'ils ont fait payer à Haïti. Et beaucoup de pays africains continuent à payer jusqu'à aujourd'hui l'impôt colonial. Et c'est des milliards, c'est ça. C'est que ça se passe, c'est comme ça doit se passer, c'est comme ça. Et donc quand on dit, c'est dans ces conditions, ils disent qu'on ne veut pas de réfugiés économiques ici, mais quand même c'est des réfugiés de guerre. D'accord. Mais ils ont créé tous les contextes, toutes les conditions pour qu'il y ait des réfugiés économiques. Ceux qui sont là-bas, ils ne savent pas vivre chez eux. Pourquoi? Parce que tout ce qui est là-bas ne les appartient pas. C'est comme aujourd'hui. Faisons un peu le lien avec la Grèce aujourd'hui. L'euro, la monnaie commune, qui est l'euro, c'est quoi? C'est devenu un outil de domination et tout ce qui... Aujourd'hui, les Grecs, tout ce qui est dans leur... Rien n'appartient à la Grèce. C'est-à-dire qu'aux yeux de toute l'Europe, c'est un État souverain qui est en train de devenir peut-être une colonie comme ça. C'est comme ça. Hein, la Grèce aujourd'hui n'est pas loin de l'Afrique. Hein, ça, je ne vous cache pas la vérité. Parce que les Grecs qui vont travailler comme des esclaves, et tous ceux qui vont travailler, ça s'en va en Allemagne, ça s'en va en France. C'est comme ça se passe. C'est-à-dire que, vous voyez, tout a été privatisé. L'aéroport, ça appartient à qui? Ça n'appartient pas à la Grèce, mais c'est plutôt l'Allemagne. Les routes, toutes les routes passées, chaque 100 km, c'est des routes payantes, des autoroutes payantes, ça appartient à la France. C'est que le port, une partie de l'Allemagne, une partie aux Chinois. C'est comme ça, tout a été vendu, tout le pays. Les jeunes, ils n'ont plus d'avenir dans leur pays. Et finalement, ils sont, c'est que... Aujourd'hui, ils n'ont plus d'avenir, comme nous. Nous, on n'avait plus de liberté, on aspirait à une liberté comme vous et tout ça, penser et tout ça, tout se promener, mais on n'avait pas sans bien chercher ça ici aussi. Il n'y a plus, et aussi ils n'ont plus d'avenir. Études, après rien. Ils n'ont pas de droit au chômage, ils n'ont rien, ni rien. Et puis finalement, ils vont s'éparpiller dans toute l'Europe. Et c'est parce qu'ils sont dans l'espace Schengen, hein, c'est ça que les cautionnaires, je parie qu'ils allaient demander l'asile comme nous aussi. Et qui les a mis dans les conditions? Ouais, ce sont les bureaucrates européens, c'est l'Europe, ils sont dans 4 murs. De la manière ils ont partagé l'Afrique, c'est comme ça c'est comme ça aussi, on tire le sort d'un pays souverain, un pays européen en pleine démocratie. Et on a du mal à s'organiser pour réagir. Mais quand même, on a du mal, on n'arrive pas à s'organiser. C'est qu'en soutenant la Grèce, c'est comme on se protège aussi. Hein. Parce que ce qui était en Grèce il y a 5 ans, ça arrive en Belgique. Si on retrouve ça ici, mais pas de la même manière, mais quand même ça arrive. 10 ans plus tard, on ne sait pas ce qui... Même la Belgique, ce qui sera fait de la Belgique 5 ans plus tard, parce que ça continue de cette manière, quoi. Donc, beaucoup de temps, mais... Je suis vraiment arrêté là. Manu, c'est avec mal au cœur que je te demandais d'arrêter, parce que c'est pour laisser la place à la discussion. Donc, je ne pense pas qu'à 7h ça va se barricader qu'on pourra plus sûreté, donc si on veut prolonger on peut, dans le pire des cas la sécu nous foutra dehors, à ce moment-là on discutera sur le chemin, mais donc voilà, maintenant à vous